Merci d'être venus si nombreux. Waouh. On est très content d'être ici pour vous parler de composables dans des vues, interopérabilité et confrontation des cycles de vie. Alors c'est un titre un peu compliqué, je vous propose qu'on le remplace temporairement par composable dans les vues. Attention, ça peut partir en vrille. Alors, je me présente, je m'appelle Pierre-Emmanuel et voici Mohamed. On est tous les deux développeurs Android chez Back Market. Donc Back Market, pour faire simple, c'est le numéro 1 dans le rachat, reconditionnement et la revente d'appareils électroniques d'occasion. Et donc dans ce cadre-là, Mohamed fait partie de l'équipe Care qui cherche à choyer l'utilisateur après la vente. Donc ça va passer par toutes les fonctionnalités du site et de l'app telles que mon compte, la gestion des commandes passées, relation avec le service client, etc. Et pour ma part, je fais partie de l'équipe Mobile Core, donc qui est une équipe qui travaille au sein de la Tribe Platform Développeur Expérience. Donc mon travail, ça va être de faire en sorte que les développeurs comme Mohamed aient tout ce qu'il leur faut pour travailler correctement au quotidien. Donc ça va passer par du tooling, de la CI, optimisation de build, architecture, fondation de l'application. Et donc cette application, justement, eh bien, c'est une application qui n'y paraît pas, mais elle est assez complexe. Aujourd'hui, elle fait plus de 200 modules Gradle. Et on est sur une code base qui a 5 ans d'âge à peu près, un peu plus. On est également doté d'un design system, qui est public d'ailleurs. Vous pouvez consulter sur revol.backmarket.com si ça vous intéresse. Et donc assez naturellement, il y a quelques temps, on a commencé à voyant l'engouement légitime que suscitait Compose dans la communauté, on a commencé à envisager un avenir entre Back Market et Compose. Mais sur une application aussi grosse, est-ce que c'est une bonne idée? Comment faire? Alors, il faut que vous sachiez que chez Back Market, on n'est pas du tout réfractaire au changement. Au contraire, on a plutôt tendance à même vouloir l'initier. J'en veux pour preuve l'un de nos mantras, Don't fear fear, donc ne craignez pas la peur, qui est là justement pour nous inciter, nous guider à prendre à bras-le-corps ce genre de gros projet. Ce mantra avant, c'était This is Sparta. Ça vous donne une idée de l'esprit du machin. Alors, si on a rapidement arrêté de se poser la question de si on devait adopter Compose, on a commencé à se poser la question de comment on allait faire. On a commencé à envisager plusieurs méthodes, dont la première consiste à allouer 100% de nos ressources pendant 6 mois, une période donnée, qu'on appellera la méthode Aragorn. La méthode Aragorn est certes épique, mais a la fâcheuse tendance à plonger dans une certaine dépression tout product manager qui y est confronté pendant un peu trop longtemps. Je m'explique. Mettons qu'on parte sur cette méthode. Demain, Mohamed est réquisitionné pour l'effort de guerre, donc la migration vers Compose. Son équipe devra donc apprendre à composer sans lui, et lui devra composer tout court. Alors sachez par contre que c'est tout à fait viable pour des projets un peu plus petits, des projets qui impliquent moins de personnes, parce que nous on a une dizaine de squads qui impliquent des développeurs Android. Donc pour nous, ce n'était pas très viable. Donc on a commencé à envisager une deuxième méthode, qui consiste à remplacer l'implémentation des Android View par un proxy vers Compose. On appellera ça la méthode Scooby-Doo. Méthode Scooby-Doo parce que donc on a affaire à des Android View toujours, mais si on regarde ce qui se cache en dessous, finalement, ce sont des composables. Alors, en quoi ça consiste exactement? Prenons un composant qu'on va appeler Awesome Widget là-haut. Ce composant donc étant de View. Donc son implémentation, vous connaissez, JVM Overless Constructor, vous connaissez la chanson. Et donc c'est View, Linear Layout, ce que vous voulez. Et son utilisation se fait naturellement dans un contexte composable avec l'exemple en bas dans un XML. OK. Compose maintenant, on va avoir besoin d'une fonction composable, donc Composable Awesome Widget en haut à droite, et son utilisation se fera tout aussi naturellement dans n'importe quel contexte composable, comme dans la fonction Content en bas. Alors le problème avec ça, c'est qu'ici, on a deux implémentations différentes d'un même composant. Et ça, c'est problématique, parce que si vous avez un changement à apporter, mettons une marge, une couleur, bon ça va, c'est facile, mais n'empêche que vous allez quand même devoir le faire 2 fois. Si maintenant vous avez un edit text, vous cherchez à changer le comportement du onFocus, vous voulez rajouter une animation, vous voulez rajouter des paramètres d'accessibilité, ça peut vite devenir pénible de le faire systématiquement en Compose et en View, et ce qui alors était un avantage, le design system peut vite se transformer en énorme épine dans le pied, et vraiment faire de votre vie un enfer. Alors, pour pallier à ça, nous, on a décidé de tirer parti des méthodes d'interopérabilité qui viennent avec Compose. Donc l'interopérabilité, c'est la capacité à rendre compatibles 2 systèmes qui ne l'étaient pas à la base. Donc regardez bien en haut à gauche, on n'étend plus de View, mais de Abstract Compose View. Abstract Compose View, c'est toujours une sous-classe de View, mais qui nous donne, c'est une classe abstraite, ça nous donne la possibilité d'implémenter la méthode Content, qui est une méthode composable.
Donc grâce à ça, en fait, on va pouvoir utiliser notre composable AwesomeWidget directement dans notre implémentation en Vue. Et de cette manière, donc cette classe ne va pas changer, hein, elle aura toujours le même nom. Toutes ces utilisations qu'on avait jusque-là seront toujours les mêmes. Il n'y aura pas de différence. Pas de différence, pas de guide diff, petite pull request. Donc ici, en fait, on aura la même utilisation, mais qui fera finalement référence à notre composable. Donc finalement, on a une unique source de vérité. Et ça, c'est très bien parce que finalement, vous avez un design system qui reste disponible en Android View et qui devient progressivement disponible en Compose. Alors dans l'autre sens maintenant, c'est aussi possible, nous ça nous est arrivé de vouloir migrer des vieux composants qu'on savait qu'on n'allait pas utiliser de sitôt, mais qu'on voulait quand même rendre disponibles en Compose. Donc sachez que c'est possible de faire l'inverse. Il vous suffit donc d'utiliser le composable Android View, qui prend en paramètre deux lambda, entre autres, une lambda factory qui dit comment créer la vue à partir d'un contexte, et une lambda update qui dit comment est-ce qu'on la met à jour en fonction de ce qui se passe. De cette manière, en fait, vous allez pouvoir faire référence à votre implémentation originelle AwesomeWidget en Android View, et une fois de plus, on aura une unique source de vérité. Et ça, c'est très bien, puisque finalement, comme je vous l'ai dit, votre design system, vous ne gardez qu'une seule source de vérité, et vous allez néanmoins pouvoir commencer à faire du compose, tout en n'invalidant pas ce qui a été fait jusqu'à présent, pouvant continuer de faire de l'Android View. Donc, bilan de cette méthode, nous, on a mis à peu près 6 mois à 3 développeurs de l'équipe Core pour migrer l'intégralité du design system. À peu près, on n'était pas à temps plein là-dessus, on avait quand même 2-3 bricoles à gérer à côté, mais ça vous donne une borne sup de ce que ça nous a pris en termes de temps et de ressources. L'un des principaux avantages de cette méthode Scooby-Doo, en dehors de ce que je vous ai déjà dit, c'est que, comme l'ancien reste valide et qu'on peut commencer à faire du compose quand même, finalement, on peut faire une adoption progressive. C'est-à-dire que tous les développeurs de chez Backmarket ont pu appréhender ce changement, l'envisager, en étant sereins, en prenant le temps de se former, de faire des codes labs, des petits projets à côté pour apprendre à faire du compose, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui est un avantage aussi bien dans une grosse boîte que dans un petit projet. Alors, vous vous doutez bien que si je m'arrêtais là, le titre de la conf serait légèrement différent. Effectivement, au bout de quelques temps, on a commencé à constater quelques petits problèmes. Premier petit problème, on a commencé à avoir des alertes de seuil sur Datadog sur le nombre de frozen frames. Alors les frozen frames pour Datadog, ce sont les frames qui prennent plus de 700 millisecondes à être rendus. 700 millisecondes, ça commence à faire beaucoup, donc ça rame concrètement. Deuxième petit problème, sur Crashlytics, on a commencé à voir apparaître de plus en plus de out of memory error. Bon, vous savez tous comment ça marche, le système n'arrive plus à libérer de la mémoire pour l'application, il la crash et ça donne des stack traces différentes pour potentiellement une même cause. Donc ça peut être difficile à investiguer. Et troisième petit problème, encore plus vicieux cette fois, c'est qu'on a commencé à constater des mauvaises performances au scroll en debug. Et celui-là est encore plus vicieux, effectivement, parce que c'est facile finalement d'incriminer le matériel en se disant non, c'est le Mac qui a chaud, c'est l'émulateur qui n'est pas forcément très performant, et de toute façon, on sait que Compose, ça marche moins bien en debug qu'en release. Mais comme on avait les deux premiers points, on n'a pas fait l'autruche, et on a commencé à rationaliser en se disant non, il y a bel et bien un problème, et il faut l'investiguer. Alors, on a utilisé le GPU Profiler, donc vous connaissez cet histogramme qui se met en overlay de votre application. Vous avez les barres qui correspondent, donc la hauteur des barres correspond à la longueur de rendu des frames, et la ligne qu'il y a en bas de l'écran ici correspond à la limite à ne pas franchir pour avoir une expérience utilisateur décente. Bon, là, on a un Chrysler Building. Donc quand cet histogramme commence à ressembler à l'architecture new-yorkaise, c'est qu'il y a bel et bien un problème, et surtout qu'il est mesurable. Alors on a utilisé le CPU Profiler d'Android Studio pour identifier d'où venaient les junky frames. Les junky frames, ce sont les frames que le système a carrément décidé de sauter, de ne pas rendre pour rattraper son retard. Ici, donc elles apparaissent en haut dans le cadre, au milieu, en rouge. Et donc on a pu voir dans le code d'où ça venait. Cet écran, vous l'avez déjà vu dans la vidéo précédente, c'est l'écran Mon compte. Il y a d'autres éléments au-dessus, d'autres en dessous, on est grossièrement dans une liste. Et ici, si on regarde la structure, on a en fait 3 nested recycler view. Cet écran n'a pas changé. Pas d'éléments en plus, on n'a pas en moins. Et pourtant, maintenant, il rame. Et oui, mais ces listes utilisent des composants de notre design system. Des list items. Maintenant, ça, ce sont des composables. Alors, les recycler view, vous savez comment ça marche. C'est un peu comme un tapis roulant vu du dessus.
Quand on scrolle, les éléments qui disparaissent d'un côté sont réutilisés pour rendre les éléments qui apparaissent de l'autre. On utilise des view container pool, là. Et du coup, en fait, les éléments ne sont pas recréés de zéro, ils sont mis à jour en fonction des données, ce qui permet d'économiser des ressources et donc de gagner en performance. Les composables, comme tout ce qui est un cycle de vie, eh ben, ça passe par 3 phases. La naissance, la vie, la mort. La naissance, pour un composable, sa création, c'est sa composition. Sa vie, ses mises à jour successives, ce sont ses recompositions. Et sa mort, sa destruction, c'est son dispose. Donc ici, puisqu'on est dans des recycler view, fussent-elles nested, on est censé voir des recompositions, puisqu'on réutilise ces éléments quand on scrolle. Mais en fait, nous, on a vu des compositions. On a utilisé Perfecto, qui est un outil qui n'est pas forcément spécifique à Android. Ça permet d'étudier la stack de la JVM et notamment de pouvoir faire des requêtes SQL dans ces traces. On s'est amusé à compter le nombre de compositions qu'on avait pour voir si c'était un nombre à peu près correct. Alors, il y avait environ 10 éléments sur la liste. On s'attend donc à voir 10 compositions. On en a vu 352. Donc 352 compositions pour afficher une dizaine d'éléments. Donc, Mohamed, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que, dans notre cas, ça ne marche pas? Exactement. Du coup, à ce stade de notre investigation, nous avons constaté que lors du scroll, les composants list item ne sont pas simplement recomposés, mais entièrement et complètement composés from scratch. Donc, ce qui suggère un problème de recyclage des viewholders. Cependant, en regardant de plus près, il s'est avéré que nos viewholders ils sont bien recyclés. Et cela explique pourquoi nous n'avons pas eu de problème de performance avec l'ancienne version des list items qui était à base de view traditionnels. Cependant, cela ne clarifie pas pourquoi nous rencontrons des problèmes de performance avec la version actuelle des list items qui utilise les compose view. Donc, avant de poursuivre notre investigation, nous avons décidé d'en apprendre davantage sur ce nouvel arrivant qui est la compose view, qui a été introduit dans notre design system et par conséquent dans l'UI de nos écrans à cause de la méthode Scooby-Doo. Enfin, oups, j'aperçois quelques têtes de l'équipe Core dans la salle, donc rectification, ce n'était pas à cause, mais plutôt grâce à la méthode Scooby-Doo. Merci. donc, ce qu'on a appris, donc, qu'est-ce que c'est une compose view? Donc, une compose view, c'est une espèce de pont entre le monde compose et les views traditionnelles. Donc, toutes les compose views étendent la classe abstract compose view. Et cette classe, elle n'est qu'un simple view group qui est capable d'afficher du composable, et c'est le composable qui va être passé à la fonction content par les classes qui implémentent par la suite l'abstract compose view. Donc, Compose, on a une implémentation de cette abstract compose view qui s'appelle compose view. Elle a 2 méthodes intéressantes. Donc, la méthode content qui est surchargée, qui est composable, et en fait, cette classe a introduit une nouvelle fonction qui est non composable, qui s'appelle setContent. Et comme son nom l'indique, elle passera le composable à afficher à la fonction content. La méthode setContent, elle est aussi disponible sur les activités, et à condition d'avoir la bonne dépendance dans notre projet. Et comme vous le savez déjà, en fait, les fonctions composables ne peuvent être appelées que par d'autres fonctions composables. Du coup, ça nous fait penser aux méthodes qui suspendent dans les coroutines. Donc, une méthode qui suspend ne peut être appelée que par une autre méthode qui suspend, ou bien par un builder de coroutine comme la méthode Lench. Et du coup, dans ce cas-là, la méthode Lench nous aide à passer du monde impératif bloquant au monde des coroutines. Et du coup, la méthode setContent, c'est un petit peu pareil. Enfin, elle nous aide, ou elle nous permet de passer du monde des views traditionnels impératifs vers un monde déclaratif et composable. L'implémentation de setContent, enfin, si on ouvre le capot, finalement, c'est juste une utilisation de la méthode compose view. Pourquoi je vous montre ça? C'est juste pour souligner le fait que les compose view ne sont pas utiles que dans le cas d'une migration, mais c'est plus que ça en fait. Les compose view, c'est un élément essentiel dans la stack compose pour pouvoir afficher
de l'UI compose. Donc finalement, sur une activité full compose, finalement, on a une compose view quelque part, mais pas quelque part, mais à la racine de l'écran. Donc pour bien comprendre comment la compose view se comporte durant son utilisation, donc il faut connaître son cycle de vie. La compose view, avant tout, c'est une vue. Donc juste un petit rappel du cycle de vie des views. Donc une vue, elle est soit instanciée par constructeur ou inflate. Si elle est inflate, on a le onFinishInflate qui va être appelé. À un moment donné, elle va être ajoutée à son parent. Et du coup, on a le callback onAttach toWindow qui va être appelé. Ensuite, vous connaissez la suite, donc onMeasure, onLayout, onDraw. Et au moment où la vue elle va être détachée ou supprimée du parent, du coup, on a le callback onDetach from window qui va être appelé. On a dit que jusqu'à maintenant, la compose view, c'est une vue et c'est un composable. Et du coup, les composables, ils ont aussi un cycle de vie. Je vous assure, il est moins compliqué que celui des fragments. Mais du coup, prenons l'exemple suivant. Donc, j'ai le composable question qui prend un argument showAnswer. Donc, en gros, ce composable, il va nous permettre d'afficher une question, donc illustrée avec une image et le texte. Et si l'état est à true, du coup, on va voir la réponse aussi. Donc, un composable, quand il est exécuté pour la première fois, on dit que le composable entre en composition. Et le résultat de l'exécution des composables, c'est finalement quoi? C'est une espèce d'arbre, de nœud, qui va être produit, qui représente plus ou moins notre UI. Et cet arbre, il a forcément un nœud racine. Et ce nœud racine, c'est un des nœuds enfants du composable appelant. Parce qu'il faut savoir que le composable question, il va être appelé par un autre composable. Donc l'exécution du composable, elle se fait de la façon suivante. Enfin, les composables seront appelés un par un en suivant l'ordre de leur déclaration. Et durant l'exécution, la composition va retenir certaines informations intéressantes ou importantes sur l'exécution de chaque composable. Par exemple, l'endroit de l'appel, le résultat des calculs des remember, l'état du scroll, etc., etc., etc. Du coup, on continue l'exécution de notre composable, donc on passe à colonne. Du coup, il faut exécuter le composable row, et le composable row, par la suite, il va exécuter les composables image et textView, et au fur et à mesure, on garde des informations intéressantes qui vont servir à la composition par la suite. Donc on passe au deuxième enfant du composant colonne, et puisque notre showAnswer il est à false, du coup il va être sauté, on ne va pas exécuter le composable texte, et par la suite, du coup on n'aura pas de nœud texte dans notre graphe. À un moment donné, l'état de notre composable va changer, donc il va passer à true. Au moment où il passe à true, du coup, là, on parle d'une réexécution et d'une recomposition de notre composable. Et une recomposition, c'est quoi? C'est une réexécution dans le but de mettre à jour en fait la structure ou le nœud, l'arborescence des nœuds qu'on a. Du coup, c'est une exécution qui ne va pas partir d'une feuille blanche, mais elle va partir d'un truc qui était déjà fait, d'un arbre qui était déjà construit. Et du coup, au fur et à mesure de l'exécution, donc on a colonne qui va être réexécutée, forcément parce qu'il dépend d'un état qui a changé. Compose, parce qu'il est assez intelligent et qu'il a pas mal de données dans la composition, donc il va comprendre que, tiens, row, ça sert à rien de le réexécuter parce que rien n'a changé pour ce composant et du coup pour ses enfants aussi. Donc on va passer directement à l'exécution du deuxième composant qui est la réponse. Et puisque ça tombe bien, puisque showAnswer il est à true, du coup on aura le composant texte qui va être exécuté, il va être ajouté à l'arborescence produite par le composable, et en plus de ça, il va y avoir une mise à jour d'informations sur la composition en question. Donc à un moment donné, quand le composable n'est plus appelé par son parent ou par son appelant, du coup, là on dit le composable quitte la composition. Du coup, au moment où le composable quitte la composition, ce qui se passe, c'est que il va se détacher l'arborescence va se détacher du nœud root, et du coup, on va supprimer toute cette structure qui était en mémoire, et en plus de ça, la composition va supprimer toutes les informations qu'elle gardait sur ce composable. Donc il y aura une libération de mémoire, il y aura aussi une libération de ressources. Par exemple, l'image qui était retenue pour être affichée pour illustrer notre question, elle va être relâchée aussi. Du coup, la compose view finalement, c'est du composable et du vue, et du coup son cycle de vie, c'est un petit peu une concaténation des deux cycles de vie.
Donc, quand mon compose view est attaché, donc on va à un moment donné avoir le callback onAttach qui va être appelé, et automatiquement on aura une composition qui va être créée pour exécuter le composable content. Et du coup, on aura l'arborescence des nœuds qui va être créée. Cette arborescence, elle va être parcourue ou traversée par la phase layout et après reparcourue par la phase drawing pour qu'elle soit affichée. Et à côté, on a toujours en fait les callbacks onDraw, onLayout, enfin onMesure, onLayout, onDraw de notre compose view qui sont toujours là, mais ils vont déléguer une grande partie du travail au composable lui-même. Donc, à un moment donné aussi, donc on a notre compose view, elle va être détachée de l'écran, et du coup, ce qui va se passer juste après, du coup, au moment où notre compose view est détachée, du coup, la composition en cours, elle va recevoir un ordre de dispose, en fait, d'arrêter la composition, et ça va supprimer notre arbre de nœuds, et ce qui va faire qu'on va avoir un composant vide, de toute façon, il va disparaître. Du coup, pour voir vraiment le cycle de vie des compose view en action, du coup, on a fait un petit exemple. Donc, j'ai un composant qui s'appelle chip custom view, qui est une abstract view, et dans lequel, en gros, on passe un bouton, on a appelé ça chip, et donc voilà. Du coup, pour loguer le cycle de vie de la compose view en tant que view, on s'est intéressé que à deux callbacks, donc c'est le onAttach to window et le onDetach from window. Par contre, pour loguer le cycle de vie d'un composable, du coup, on utilise le disposable effect qui prend un unit. Ça veut dire quoi? On lui passe une valeur fixe, du coup, elle va être exécutée une seule fois, c'est lors de la première composition, et du coup, à ce moment-là, on va afficher un log compose. Et au moment où le composable content va quitter la composition, du coup, on a le callback onDispose qui va être appelé, et du coup, on aura un log qui dit mon composant a été disposé. Donc, sur l'écran, en gros, on a une activité avec un bouton ajouter et supprimer. Et quand on clique sur ajouter, du coup, on voit qu'on a des boutons qui s'ajoutent. Et au fur et à mesure, on voit quoi? On voit comme quoi onAttach to window a été appelé. Et automatiquement, après, on a le compose, comme quoi le composable il entre en composition. Par contre, au moment où on clique sur supprimer, c'est un petit peu la même chose. En gros, on détache quand le chip est détaché du window, du coup sa composition est arrêtée. Donc maintenant que nous avons appris beaucoup de choses sur la compose view et sur son cycle de vie, donc nous allons essayer d'approfondir notre investigation et nous concentrons sur notre premier problème qui était les mauvaises performances lors du scroll. Du coup, juste un petit rappel sur le fonctionnement du recycler view. En gros, le recycler view est capable de recycler des vues. Donc, à un moment donné, quand on scrolle vers le haut, on a l'élément qui était plus visible, il va être détaché de l'écran. Il va être mis dans un recycler view pool, s'il y a cette mémoire, s'il y a cette place. Et il y a une autre vue qui va être attachée au recycler view pour qu'elle soit affichée. Et du coup, à ce moment-là, en fait, si on fait un raccourci super vite, on va dire, OK, en fait, on a appris que les compose view, quand elles se détachent, ils arrêtent leur composition. Du coup, c'est normal, quand on scrolle à fond sur le recycler view, on a des compositions qui vont être arrêtées. Du coup, donc on n'a pas crié victoire à ce moment-là, on s'est dit, OK, on va voir ça de plus près, et du coup, on a fait un petit test. Du coup, on a repris le même composant de tout à l'heure, et on l'a mis dans une liste, dans un recycler view. En cliquant sur le recycler view, en affichant l'écran, du coup, on voit ce qui se passe, c'est que, on a les premiers éléments qui sont affichés par le recycler view qui ont été attachés, leur composition a bien démarré, et au fur et à mesure qu'on scrolle, à un moment donné, on voit qu'il n'y a plus de nouvelles compositions qui démarrent, et il n'y a aucune composition qui a été arrêtée. Et vous allez voir, on a des bordures, comme vous pouvez voir, en fait, on a une bordure en bleu. Ça, en fait, on a utilisé un modifier qui est capable de dessiner une bordure autour de ces éléments en fonction du nombre de recompositions. Donc, en gros, finalement, ce qu'on voit ici, c'est que dans un recycler view, en fait, nos compose view, ils conservent leur composition. Et, du coup, ça veut dire que tout à l'heure, avec des chips simples, quand on détachait les chips, la composition était arrêtée. Exactement. Là, il se passe la même chose dans une recycler view et les vues restent en composition, elles se recomposent.
Ouais, bah du coup, c'est exactement ça la question qu'on s'est posée, c'est que pourquoi les compose view gardent-elles leur composition quand ils sont dans un recycler view et non pas quand ils sont dans une vue classique, comme dans le premier exemple. Du coup, en fait, pour faire court, en fait, la réponse c'est qu'en fait, il faut demander aux view composition stratégie. Donc, qu'est-ce que c'est les view composition stratégie? En fait, c'est un moyen qui va nous permettre de décider ou de choisir le moment opportun pour arrêter la composition d'un composable. Donc du coup, c'est une simple interface avec la méthode install_for qui prend en entrée une abstract compose view et qui nous retourne un lambda. Ce lambda, en fait, c'est un moyen pour désinstaller au moment opportun, encore une fois, la composition stratégique qui a été installée dans l'abstract compose view. Donc compose, on a plusieurs implémentations. Je vais commencer par la plus simple. En fait, la plus simple, elle s'appelle dispose on detach from window. Du coup, comme son nom l'indique, elle va venir poser un listener sur le onAttach et le onDetach des compose view, et au moment où l'abstract compose view est détaché, du coup, on va arrêter sa composition. Du coup, là, on ajoute le listener et le fameux callback qui permet, la fameuse lambda qui permet de désinstaller la composition, on va la retourner en paramètre, en retour de fonction. Pardon. Du coup, ça, c'est un exemple. Du coup, comment ils sont utilisés ces stratégies? Du coup, il faut voir du côté de l'abstract compose view. Dans l'abstract compose view, en fait, on a une méthode qui s'appelle setViewCompositionStrategy qui prend en paramètre une view composition strategy. La première chose que cette méthode fait, en fait, elle désinstalle la composition précédente grâce au lambda qu'on retourne au moment de l'installation d'une view composition strategy. Et ensuite, elle installe la view composition qu'elle a pris en paramètre. Et on a une propriété dans l'abstract compose view qui retient cette composition stratégie. Et elle s'appelle dispose view composition strategy. Et ce qu'on voit là, on voit qu'il y a une composition en fait par défaut qui est installée dans tous nos compose view. Et cette composition par défaut, accrochez-vous bien, la stratégie s'appelle, elle s'appelle maintenant d'ailleurs dispose on detached from window or released from pool. Avant, c'était dispose, elle s'appelait, avant ce nom-là, elle avait un autre nom, elle s'appelait dispose on detached from window if not in pooling container. Donc on dirait que les développeurs de chez Google ont une compétition secrète pour créer les noms les plus longs possibles. Mais ne perdons pas de temps sur les apparences, concentrons-nous sur le fond. Donc on va voir un petit peu plus en détail l'implémentation de cette fameuse stratégie. En fait, elle est implémentée en 2 étapes. Donc on retrouve l'histoire on retrouve le fait qu'on écoute le onDetach from window, sauf que cette fois-ci, en fait, il y a un petit if qui est très très important d'ailleurs. En fait, au moment où la vue elle est détachée, si elle fait partie d'un pooling container, du coup, on n'arrête pas sa composition. Et du coup, les pooling containers qu'on a jusqu'à maintenant, dans l'Android, on a un seul, c'est le recycler view. Donc, en gros, si je suis dans le recycler view, si j'étais détaché par un recycler view, du coup, on n'arrête pas la composition. Et du coup, on ajoute le listener. Et quand est-ce qu'on arrête la composition? Du coup, on l'arrêtera quand le recycler view décide d'exécuter le pooling container listener. Du coup, on retourne une lambda pour pouvoir désinstaller cette stratégie et voilà. Du coup, puisqu'un schéma vaut mieux que 1000 lignes de code, je me permets de vous résumer la default stratégie de cette manière. Donc, quand la compose view est détachée, si elle est dans un recycler view et elle est retenue dans le recycler view pool, à ce moment-là, on n'arrête pas sa composition. Par contre, s'il n'y a pas de place dans le recycler view pool, du coup, elle ne sera pas réutilisée par le recycler view et du coup, il faut arrêter sa composition avant de la lâcher. Et si elle ne fait pas du tout partie d'un recycler view, du coup, elle arrête sa composition directe. Il y a un dernier truc à connaître, c'est que les vues qui sont encore dans le recycled view pool ou qui sont attachées au recycler view, elles vont être détachées au moment où le recycler view, il est détaché lui-même. Donc au moment où il est détaché, il va arrêter toutes les compositions
des compose views qui sont dans le recycle view pool et aussi ceux qui étaient déjà visibles en fait sur notre recycler view. Et du coup, ça c'est vrai à condition que notre compose view utilise vraiment la view composition strategy. Pardon encore. Du coup, ça veut dire que là, par défaut, les compose views se comportent bien dans une recycler view puisqu'elles sont réutilisées, elles recomposent, elles ne composent pas. Exactement. Qu'est-ce qu'on a mal fait? Mais du coup, ce qu'on a mal ou ce qu'on a bien ou ce qu'on a mal fait, c'est que nous, dans notre cas, on avait des nested recycler view dans nos écrans. Du coup, c'est un vieux écran, donc on ne va pas revenir là-dessus. Et du coup, ce qui se passe vraiment, pour schématiser un petit peu, en gros, dans le recycler view, on a des nested recycler view que eux-mêmes, dedans, ils avaient des compose view. Du coup, quand on scrolle l'écran, le nested recycler view, il se détache. Et du coup, à ce moment-là, il décide de disposer toutes les compose view qu'il avait dans son recycler pool et qu'ils étaient affichés en fait. Du coup, pour faire court, la solution qu'on a mis en place pour régler ce problème, c'est tout simplement remplacer les nested recycler view en fait par des composables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on prend les nested recycler view, on les remplace par des composables et après on n'a plus de view, de compose view dans un recycler view. Du coup, je vais essayer juste de vous montrer ça dans le code, ce que ça représente. Finalement, en fait, on a ce qu'on appelle, c'est un pseudocode, mais en tout cas, on a le section viewholder. Le section viewholder, dedans, on a quoi? C'est un viewholder qui permet d'afficher une section. Dans une section, on a plusieurs items. Dedans, on a quoi? On a un adapteur. Et au moment où on init ce viewholder, on passe l'adapteur au recycler view. Et au moment du bind, on vient passer la liste à afficher. Et du coup, la solution, c'était quoi? C'était d'abord de remplacer l'adapteur par un mutable state et remplacer le recycler view par une seule compose view. Du coup, on est passé du fait d'avoir plusieurs compose view pour chaque item, de l'état d'avoir une compose view qui représente notre recycler view. Et au moment du bind, on n'a plus d'adapteur. Du coup, on passe juste le nouveau état à notre state. Et du coup, finalement, on a remplacé un item adapteur qui a son propre diff utile, mais à la place, finalement, on a quoi? On a un composable qui peut être considéré comme un diff utile 3.0 parce qu'il sait bien définir, trouver la différence entre le avant et le après pour rafraîchir la vue. Du coup, juste une petite démo de avant et après. À votre gauche, il y a le nested recycler view. Donc on voit que ça, c'est un build de debug. Du coup, on voit qu'on a plein de gratte-ciel. Et quand on a changé l'implem et on est passé en composable, du coup, on est passé de des immeubles parisiens à des pleins pieds, en fait, au moment où le recycler view est capable de recycler ces vues. Je passe à notre deuxième problème qui était les out of memory. Et là, c'est très intéressant aussi. En fait, grâce à tout ce qu'on a appris sur les compose view et leur comportement dans les recycler view, on a pu facilement identifier la source du deuxième problème qui était les out of memory. Du coup, juste pour schématiser en fait, la différence entre les deux écrans, le out of memory, on ne l'a pas eu sur l'écran My Account, mais sur un autre écran encore plus important que My Account, c'est l'écran qui affiche la liste des produits. D'accord ? Donc imaginez un utilisateur qui est en train de chercher un device, pour acheter un device, et à un moment donné, out of memory, bim, l'application elle s'arrête. Du coup, je schématise un petit peu la structure. On n'avait pas des compose view directs comme item view de nos view holders, mais on avait des compose view dans le view holder, dans l'item view holder. Du coup, là je vous montre juste un bout de code. En fait, c'est pas vraiment le code qui était en production, mais c'est juste pour facilement pointer du doigt ce qui ne fonctionnait pas. Du coup, à un moment donné, quand on scroll, le recycler view prend un view holder depuis le pool, et ce qu'il fait ici, en fait, il va le binder. Avant de le binder, ce qu'on faisait, c'est qu'on supprime la liste des compose view,
et on boucle sur la nouvelle liste d'items, et on ajoute des compose view, enfin des nouvelles compose view avec un nouveau état, et après on les attache et on continue de scroller. Sauf que, juste un petit rappel, les compose view, ils ont la fameuse dispose on detach from window or release from pool stratégie. Du coup, quand on supprime les compose view, ce qui se passe, c'est qu'ils vont être supprimés depuis la vue de la structure de l'écran et depuis le conteneur, sauf que leur composition, elle va rester active, elle va rester dans un coin à côté. Et du coup, en scrollant, ça fait que voilà, on a une fuite mémoire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur cet écran, les utilisateurs, avant la fuite mémoire, ils ont dû aussi avoir une lenteur lors du scroll, parce qu'au moment où l'application commence à consommer beaucoup de mémoire, du coup on a le GCC qui tourne en arrière-plan pour trouver plus de mémoire, et ça ralentit le scroll aussi. Du coup, eux, ils ont eu le jackpot, donc ils ont eu les deux problèmes. Hop. Du coup, la solution, encore une fois, c'est ultra simple. C'est juste éviter de supprimer des compose view depuis les viewholders. Et ce qu'on a fait, nous, on a juste remplacé ce fameux container par un composable, encore une fois, que ce soit colonne ou row, ça dépend de la structure de votre écran. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a d'autres view composition stratégies dans Compose. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Donc on a vu dispose on detach from window, le fameux, je ne vais pas le relire. Et on a le dispose on lifecycle destroyed. En fait, celui-là, il prend en paramètre un lifecycle owner, et du coup, il va arrêter la composition de la compose view quand le lifecycle owner se détache de l'écran. Et il y a un autre en fait qui lui ressemble beaucoup, c'est dispose on view tree lifecycle destroyed. La différence entre les deux, c'est que juste le dernier ne prend pas de paramètres, il est capable de trouver lui-même en fait le lifecycle owner. Du coup, on a pas mal de stratégies à utiliser. Il faut faire très attention d'utiliser la bonne, et surtout ne pas changer celle par défaut dans des composants utilisables. Par exemple, dans votre design system, je vous déconseille de changer la composition stratégie qui est par défaut, parce que vous ne savez pas comment les autres personnes qui utilisent ces composants vont les utiliser en fait. Et du coup, ils peuvent. Je vous donne un exemple. Si on se met dans Attendons qu'on a un écran avec un champ de recherche. Quand je tape un mot, je cherche un produit, du coup je tape, je sais pas, iPhone ou Android tel, je vais avoir une liste de résultats. Cette liste de résultats, si cette liste est représentée par des compose view et que nous, dans le code, on a changé la composition par défaut, on l'a passé par exemple à dispose on lifecycle destroyed, du coup, je vais avoir les compose view qui sont affichés. Mais du coup, quand je vais retaper un autre mot, le recycler view va se vider, d'accord ? Du coup, il va relâcher toutes ces vues qu'il avait affichées, sauf que leur composition ne va pas s'arrêter, parce que le fragment, il est encore là. Et quand tu retapes un autre mot pour chercher un autre device, là, tu vas recréer encore d'autres compose view, et tu as encore des compositions qui traînent à côté. Donc voilà, je te laisse conclure. Merci pour les explications, parce que vraiment, je me sens beaucoup mieux maintenant. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? Le premier enseignement, c'est que, vous l'aurez compris, on vous recommande chaudement la méthode Scooby-Doo. Déjà parce que c'est rigolo à dire dans une conf, mais plus sérieusement parce que c'est une méthode qui présente quand même beaucoup d'avantages. Non seulement on garde un Unix design system à maintenir, mais en plus on rend disponible ce design system en Compose tout en le gardant disponible en Android View. On fait de la rétrocompatibilité vulgairement. Donc, ce qui fait que chacun peut appréhender ce changement au moment où c'est le plus opportun. Le deuxième enseignement, ça paraît bête, mais ayez du monitoring en place avant de faire un changement pareil. Pour rappel, nous, si on n'avait pas eu de monitoring, on serait peut-être encore en mode autruche, avec la tête dans le sable, et on se serait peut-être juste accoutumé finalement à ces mauvaises performances. Et ce sont donc les alertes de seuil sur Datadog qui nous ont mis en garde, et les rapports de out of memory error sur Crashlytics.
Alors, soit dit en passant, si vous utilisez déjà Crashlytics, j'imagine que la majorité d'entre vous l'utilisez déjà. Firebase Performance Trace, c'est littéralement le SDK de la porte à côté, donc n'hésitez pas à le mettre en place, même si vous ne savez pas bien où mettre la trace au début et à la fin, ça vous donnera un ordre de grandeur, parce que c'est ça qui est important, c'est de savoir quel est l'ordre de grandeur de vos performances avant et après, pour détecter un changement. Le troisième enseignement, c'est de remplacer les Nested Recycler View. Si vous avez des Nested Recycler View et que vous vous apprêtez à mettre du compose dedans, vous allez faire du hors-piste par rapport à ce que prévoit l'interopérabilité. Donc dans ces cas-là, vous avez deux solutions à court terme, si je résume. La première, c'est d'aplatir en fait la hiérarchie de vue, donc tout simplement de vous passer de la Nested Recycler View, vous arranger pour avoir besoin que d'une simple Recycler View, dans ce cas-là, vous n'aurez pas de problème. Ou soit, solution à plus long terme, c'est de carrément passer à l'étape d'après de votre migration, qui consiste à dire, je ne vais pas seulement migrer mon composant, mais aussi l'endroit dans lequel il est utilisé. C'est-à-dire qu'on va remplacer la Recycler View par une liste en compose. Surtout qu'une fois qu'on a notre list item en compose, c'est très très facile d'implémenter une lazy colon, une lazy row en compose en gros. Ça prend vraiment pas beaucoup plus de temps, donc c'est vraiment un effort supplémentaire qui vaut le coup sur le long terme. Et enfin, dernier enseignement, utiliser la bonne View Composition Strategy. Vous savez, moi, cette histoire, ça me rappelle il y a un peu plus d'une dizaine d'années, quand je suis arrivé dans le monde professionnel Android. J'ai commencé à travailler avec des développeurs Java. Ils venaient du monde du Java et ils n'avaient jamais fait d'Android. Ce qui est super en soi. Une époque vraiment formidable. Et toujours est-il qu'un des premiers problèmes que j'ai dû résoudre, on m'a dit, PE, écoute, je ne comprends pas. Dans mon activity, j'ai un null pointer exception sur cette variable. Mais pourtant, je ne comprends pas parce que je l'ai bien initialisé dans le onCreate de l'activity. Oui, mais le onCreate de l'activity, ce n'est pas forcément ça le point d'entrée. Ça dépend de où on en est dans le cycle de vie. Effectivement, les activities ont leur cycle de vie. C'est, je pense, un des premiers trucs en fait, qu'on apprend sur Android. Et ben c'est comme ça pour tout sur Android. C'est les systèmes embarqués qui veulent ça. Tout a un cycle de vie, on a des ressources limitées, donc il faut pouvoir les gérer de manière très précise, savoir quand les libérer, quand pouvoir les utiliser. Et donc tout a un cycle de vie sur Android. Et Compose ne fait pas exception. Compose a ses cycles de vie, les Android View ont le leur, et les View Composition Strategy, ce sont les fonctions, les algos, qui permettent en fait de réconcilier ces cycles de vie et de les faire marcher ensemble. Donc bien comprendre les View Composition Strategy, c'est hyper important parce que ça vous permet de savoir ce qui se passe sous le capot quand vous faites du compose. Donc prenez 5 minutes, donc c'est frais dans vos têtes, prenez 5 minutes ce soir, demain, dans pas longtemps, pour lire la doc sur les View Composition Strategy. Elle n'est pas longue, elle n'est pas hyper mise en avant dans la doc officielle de Compose, et pourtant elle est hyper importante. Et si vous pensez que vous allez pouvoir y échapper, parce que vous avez commencé votre app en Compose, rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, c'est que dès lors que vous utilisez Compose dans une activity ou un fragment, en fait, sous le capot, vous commencez par faire un set content. Donc, vous êtes déjà en mode interopérabilité. Donc, View Composition Strategy, lisez la doc. C'est un peu bête de finir comme ça, mais bon. Si vous avez des questions, on reste là quelques minutes. Et en attendant, merci infiniment pour votre attention. On espère que vous avez appris des choses et que ça va vous servir. Donc, merci encore. Merci beaucoup.